8h15, Public Sénat, Radio Classique, c'est l'invité. C'est ce qui va donner le ton politique pour toute la journée. J'ai le plaisir de vous retrouver au début de chaque séance pour vous faire vivre en direct de l'hémicycle les temps forts des textes qui sont discutés par les sénateurs. Et puis je vous donne également rendez-vous pour une nouvelle émission, À nous le Sénat. Elle donne la parole aux sénateurs Nouvelle Génération, élus en septembre 2011. On refait la séance, les réactions à chaud des ministres et des parlementaires à leur sortie de l'hémicycle. Tous les vendredis, Parlement Hebdo, 45 minutes d'actualité politique et parlementaire. L'Europe, ce n'est pas que la crise de la dette et la bureaucratie. C'est aussi 500 millions de citoyens que je vous propose de rencontrer au travers de 2 rendez-vous, Europe Hebdo et Enquête d'Europe. Dans Déshabillons-les, je déshabille les politiques et ils se déshabillent aussi. Mais toujours en tout bien, tout honneur. Alors un lieu, une histoire, c'est un lieu, un territoire connu ou inconnu, là où c'est écrit l'histoire. Un lieu, une histoire, ce sont également des hommes et des femmes, ceux qui ont fait cette histoire. Un lieu, une histoire, c'est pour mieux connaître et mieux comprendre l'épopée d'un pays, avec également tous ceux qui aujourd'hui perpétuent sa mémoire. Itinéraire 10, je vous emmène à la rencontre d'une France inattendue, des modes de vie qui évoluent, un patrimoine qui se transforme, un regard nouveau sur vos territoires. Preuve par 3, chaque mardi, en direct, c'est avec l'agence France Presse l'occasion pour les hommes politiques de venir faire leurs preuves. Génération République, c'est le rendez-vous du vivre ensemble vu par les jeunes. Un monde de bulles, c'est la seule émission du PAF entièrement consacrée à la bande dessinée. La politique c'est net, c'est le rendez-vous des gazouilleurs et des connectés. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le web sans jamais avoir osé le demander. Les Pieds sur Terre, c'est le magazine des initiatives écolo. Le 19h, c'est tous les jours la synthèse de l'actualité politique et également des travaux du Sénat. À 22h, je vous dévoile tout. Toute l'actualité, bien sûr, c'est du lundi au jeudi. Rendez-vous à 22h donc. La saison Public Sénat 2012-2013, c'est quand les neurones prennent le pouvoir. Et du patronat, le président de la République cherche le consensus. Le pacte de responsabilité, c'est un grand compromis social qui obligera chacun à prendre des engagements, et en tout premier, l'État. Je considère qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la France ne peut pas attendre, et les chômeurs encore moins. Alors les discussions doivent commencer tout de suite. Ne pas perdre de temps, aller vite. 4 chantiers aujourd'hui sont ouverts. Celui de la baisse des prélèvements pesant sur le travail, de la fiscalité des entreprises, de la simplification administrative et des contreparties demandées aux entreprises. En insistant sur ce dernier chantier, François Hollande compte sur le soutien de tous. Mais à la sortie, les réactions sont diverses. Ça reste complètement flou sur la fiscalité et la baisse des charges et des taxes sur les entreprises. Et donc, on reste assez flou sur la baisse des dépenses publiques. Ce pacte de responsabilité qui est proposé, qui est compliqué, parce que la période est compliquée, il faut savoir si chacun est prêt à assumer ses responsabilités. La CFDT est prête à le faire, elle ne le fera pas si le patronat ne le fait pas. Il y a des engagements fermes pour les entreprises, les contreparties en termes d'emploi, je le confirme que je n'y crois pas. Baisse des charges contre emploi, les négociations sont lancées. Des négociations qui aboutiront à une grande conférence économique et sociale au printemps. Et le pacte de responsabilité a aussi suscité de nombreuses réactions politiques. Les parlementaires socialistes soutiennent le pari du président tout en souhaitant plus de clarification sur les contreparties demandées aux entreprises. Rejet total à la gauche de la gauche et flou à l'UMP. Les détails avec Sophie Normand. La liste est longue des projets de loi au programme des 6 prochains mois. Cumul des mandats, égalité professionnelle ou encore réforme pénale, le tout entrecoupé par les élections municipales. Il faut aller vite, l'exécutif se veut volontariste. 2014 sera une année chargée. Je pense que c'est possible en 2014 d'aller vite, d'être concret et de respecter le Parlement. Un jeu d'équilibriste toutefois délicat qui inquiète l'opposition. On est souvent sur des procédures d'urgence, c'est souvent l'occasion de réflexions tronquées et on ne va pas au bout de la démarche. Et le Sénat de ce fait n'est pas écouté alors qu'on représente une part importante dans l'acte législatif. Ce soir, devant les parlementaires, François Hollande a une fois de plus évoqué la possibilité du recours aux ordonnances, une procédure rapide qui permet de se passer du Parlement. Et si le texte n'engage pas un grand débat national, que
que cela puisse être fait par ordonnance, c'est pas un scandale. Mais la procédure ne convainc pas l'opposition. Le recours aux ordonnances tel qu'il a été présenté là, c'est le vent de panique, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir une majorité pour voter ces textes. François Hollande a précisé que le recours aux ordonnances pourrait se faire sur des sujets précis et limités, demandant aux parlementaires qu'ils lui accordent leur confiance. Place aux pelleteuses et aux grues. Le nettoyage a commencé dans le Var et les travaux sont titanesques. Sur les routes comme sur le port, le chantier va durer des semaines, voire des mois pour tout déblayer. Et on va s'arrêter un instant ce soir sur les conséquences de l'urbanisation dans ces phénomènes de plus en plus violents et fréquents. Un rapport sénatorial avait tiré la sonnette d'alarme en 2012. Les détails avec Pauline Dame. 2 morts, 1500 personnes évacuées, des habitations inondées, des routes bloquées. C'est la 3e inondation dans le Var en 4 ans. Alors que la polémique enfle, l'urbanisation est mise en cause. Un rapport sénatorial de 2012 accusait déjà l'homme d'être responsable des conséquences dévastatrices de ces phénomènes. Les parlementaires dénonçaient notamment le caractère aléatoire des interdictions de construire en zone inondable. Votée en 1986, la loi littorale vise pourtant à mieux encadrer l'aménagement du littoral et limiter l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Au total, ce sont près de 1000 communes françaises concernées. Principale mesure, l'interdiction de construire sur la bande des 100 mètres près du rivage, en dehors des zones déjà urbanisées. Mais ce texte est aujourd'hui victime de son manque de lisibilité et de la place trop importante laissée à la jurisprudence. Conséquence, un contournement trop fréquent de la loi. Lors de sa visite dans le Var, lundi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a rappelé la nécessité de clarifier les règles dans un espace soumis à des risques. Un rapport sénatorial rendu public la semaine prochaine devrait mettre en lumière les difficultés rencontrées par les élus dans la mise en application de la loi littorale. La suite du 22h et on évoque à présent la déclinaison du pacte de responsabilité proposé par le président qui en a longuement parlé aujourd'hui lors de ses vœux aux forces économiques. Ce défi est-il réalisable? Le pari politique est-il risqué? Et surtout, pour quels résultats en matière d'emploi et quand? On en parle avec nos invités ce soir. Jean-François Roubaud, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président de la CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Avec nous également Eduardo Riancipel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, porte-parole du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Avec nous également Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Et nous accompagne également ce soir Guillaume Duval, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef d'Alternative économique que vous nous avez ramené avec cette une, je la montre, 2014, crise ou reprise. C'est l'un des thèmes dont nous allons parler ce soir. Alors messieurs, avant de détailler le pacte de responsabilité, il y a aussi les mots utilisés aujourd'hui par François Hollande qui a fait l'éloge de l'action, du mouvement et de la prise de risque. On l'écoute sur ce sujet. Il appellera des réformes structurelles, des changements de comportement, une gestion différente des deniers publics. Il implique forcément une prise de risque. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de possibilité de gain, de victoire, de réussite. Le risque, il s'appelle le mouvement. Le mouvement, il doit être collectif. Il ne doit être pas forcément pour les uns ou au détriment des autres. Il doit être pour les uns et pour les autres. Ce pari, il sera gagné si les engagements sont partagés, sont vérifiés et sont crédibles. Éloge de l'action, du mouvement, de la prise de risque. Sur ce point, Philippe Dallier, sur cet esprit, il y a une volonté, est-elle réelle, de mettre en mouvement la société, de transformer le climat pour retrouver la confiance? Est-ce que vous êtes sensible à cette volonté mobilisatrice du président? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais je trouve que dans le discours, il y a du Sarkozy. Mais ce qui est un peu étonnant et regrettable, c'est qu'on aurait voulu entendre ces mots-là il y a 18 ou 20 mois. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est que le président de la République semble avoir compris qu'il a perdu les 18 premiers mois de son mandat, que les décisions prises n'ont pas été les bonnes. Et d'ailleurs, je pense que s'il a changé de position lors de son discours des vœux, c'est parce qu'il avait probablement les chiffres de l'aggravation du déficit budgétaire, des recettes fiscales qui sont encore moins rentrées que ce qu'on nous avait dit 3 semaines avant au Parlement. Et il s'est dit, effectivement, ça ne marche pas, il faut changer de politique. Et là, il nous fait un grand discours. Alors, écoutez, le grand discours, très bien. Ce qu'on attend maintenant, ce sont des actes, et puis on verra les résultats. Avant les actes, juste sur les mots, Eduardo Riancipel, est-ce qu'il y a une prise de conscience justement du président? Il faut accélérer, insuffler un autre mouvement, un autre rythme. Le président a souhaité accélérer,
donné une initiative extrêmement forte pour aller encore plus vite, plus loin. Mais le cap n'a jamais changé. L'objectif reste toujours le même depuis le début de l'élection. L'emploi, le retour de la croissance et le redressement de notre pays. Et d'abord par l'emploi et par la croissance dont dépend évidemment l'avenir du pays. Donc derrière les mots, il y a des résultats, il y a des actes. Et quand le chômage des jeunes... Les Français dans les sondages ne perçoivent pas encore. Mais moi, je ne réalise pas les choses par rapport au sondage. Je prends les statistiques publiques. C'est-à-dire ce qui décrit la réalité. Le chômage des jeunes a baissé depuis 6 mois consécutifs. Le chômage en général est stabilisé. La croissance est revenue, même si elle est très faible. Tout cela, bien entendu, est très fragile. D'où la nécessité d'accélérer, d'aller encore plus fort, plus vite. Nous en débattrons parce que ce qui compte pour nous, c'est, vous avez dit, le retour de la croissance. Et ce qui m'a marqué dans les propositions, on en débattra, c'est la rapidité avec laquelle le président veut avancer avec ce grand pacte de responsabilité qui est en réalité un grand compromis social dont nous avons besoin pour relancer notre pays et le redresser. Sur ce nouveau rythme, sur ce mouvement, est-ce que vous sentez, comme le dit Édouard Dorian-Sipel, que c'est un cap et que c'est finalement le même cap au même rythme, peut-être un peu plus rapidement, ou comme Philippe Dallier qui a une prise de conscience et finalement un changement? Ne me mettez pas entre la droite et la gauche, mais moi je suis du parti de l'entreprise. Ce que je vois simplement, c'est quand même il y a un changement, il y a un virage qui est pris par le chef de l'État et a priori par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a vraiment officiellement, depuis le 1er janvier, mis en place la stratégie de l'offre, qui allait ensuite entraîner la demande. Ça, c'est quand même nouveau. Et quand je dis c'est nouveau depuis plus de 20 ans. Il n'y a pas un président qui, depuis 20 ou 30 ans, a dit on va vraiment dans une stratégie de l'offre. À partir d'une baisse de charges, il l'a clairement dit le 31 décembre, on va baisser les charges des entreprises pour que les marges augmentent, puisqu'on n'a jamais eu de marge aussi faible, 28% aujourd'hui, c'est impossible. Donc on va augmenter les marges de nos entreprises qui vont pouvoir ensuite investir et créer de l'emploi ou acheter des machines ou des usines. Ça me paraît une très bonne stratégie. Alors une très bonne stratégie, mais cette volonté de bousculer la société, d'en finir avec une atmosphère sombre et sclérosée n'est pas nouvelle. Dans les mots, je ne sais pas si ça vous rappelle d'autres discours un petit peu avant par d'autres responsables qui ont ambitionné de tout changer. On va écouter un extrait de ce discours. C'était le 16 septembre 1969 à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, rêvait d'une nouvelle société moins sclérosée. On l'écoute. J'ai la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle où de grands changements sont possibles. Avec le président de la République, avec le gouvernement tout entier et, je l'espère, avec votre appui et votre soutien, j'ai la volonté d'entreprendre ces grands changements. Ce n'est pas en vain que j'ai parlé de concertation permanente. J'entends par là que le gouvernement est disposé à écouter, à dialoguer, à discuter. Il existe pour cela des instances qualifiées dans chaque domaine, dans chaque entreprise. Dans ce cadre, toutes les questions peuvent être posées et trouver leur réponse. J'ai la volonté d'entreprendre, disait Jacques Chaban-Delmas. Aujourd'hui, François Hollande dit le risque, justement, il faut le prendre. C'est le mouvement. Il y a toujours eu, finalement, cette volonté de bousculer la société, qu'elle soit moins sclérosée, moins bloquée triplement, à la fois sur l'aspect économique, administratif et social. Oui, enfin, François Hollande a montré depuis le début de son mandat qu'il avait cette volonté, qu'il avait en particulier la volonté de négocier avec les syndicats, le patronat, les grands mouvements à mettre en œuvre dans la société. Dans le cas précis, par contre, il a plutôt marqué une rupture avec cette stratégie, parce que là, il ne propose plus rien aux syndicats pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne, mais il s'agissait là plutôt, je l'ai plutôt interprété comme une fuite en avant. Donc effectivement, les entreprises vont mal, elles ont des marges très faibles, le commerce extérieur ne va pas bien. C'est parce que les autres pays d'Europe sont engagés dans une course au moins-disant social. Alors peut-être qu'il faut, dans un contexte comme celui-là... Fuite en avant, vous dites, Édouard Dorian-Sipel? Oui, c'est une fuite en avant par rapport à une politique qui était déjà menée. C'est une fuite en avant vers la déflation, je pense. Donc l'Europe est menacée dans son ensemble par la déflation du fait des baisses en particulier de prix et de salaires qui sont menées dans les pays en crise. La France est, du fait de cette concurrence déloyale des autres pays, dans une situation plus difficile. On est peut-être obligé de suivre, mais je ne pense pas que ça puisse être une bonne solution ni pour la France ni pour l'Europe. Mais je crois que c'est intéressant parce que si on regarde sûrement ce qui se passe en Espagne avec un gouvernement conservateur, l'équivalent de l'UMP ici en France, c'est exactement le contraire de ce que nous faisons, puisque baisse des salaires de 25%, augmentation de la retraite, c'est une véritable cure d'austérité monumentale. La France, avec François Hollande, veut redresser le pays,
retrouver notre compétitivité, retrouver la qualité qui est la nôtre, sans jeter notre modèle à la poubelle. Au contraire, en préservant notre modèle, en le confortant. Donc les deux pieds, selon vous, social absolument. Et quand on et libéral écoute, ou social-démocrate? Social-démocrate, il suffit de se reporter aux propos du président. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un grand compromis social que nous devons trouver. On a inventé de nouvelles règles, un nouveau équilibre. Le dialogue. Entre, bien entendu, mais et on va voir par avec le dialogue. qui, parce que le dialogue, il faut être plusieurs. Ben oui, mais tout le monde doit être autour de la table. Après, chacun prend ses responsabilités. Et nous avons déjà démontrer notre capacité à réussir dans le dialogue social, puisque 4 grands accords majeurs ont été signés. François Hollande les a rappelés, tout à fait. Et Philippe Dallier, sur ce point. Mais qui dit le contraire dans ce pays? Tout le monde souhaite effectivement qu'on parvienne à préserver le plus possible notre modèle social, mais ça passe par la crème. Oui, ça c'est la tarte à la crème, pardonnez-moi, tous les politiques le disent depuis des années. Mais vous l'avez dit aussi, mais pour cela, il faut effectivement créer de la richesse, redonner de la compétitivité à nos entreprises, parce qu'on peut effectivement pleurer sur le fait que l'Asie et bientôt l'Afrique nous font une concurrence que certains qualifient de déloyale, mais c'est une réalité. C'est qui pleure? C'est M. Gival? Écoutez, simplement quand on réalité. baisse les charges de 30 milliards, excusez-moi, ça ne change rien vis-à-vis de l'Asie, il y a un écart de coût du travail de 1 à 10. On va laisser... Écoutez, c'est pas ça qui fait la différence. Cette mondialisation, elle est là, il s'agit de nous y adapter, parce que si nous ne nous y adaptons pas, eh bien nous allons tout simplement être incapables de financer notre modèle social. Et c'est les entreprises qui créent de la richesse. Et François Hollande semble avoir découvert cela après 18 mois de pouvoir. Moi, très bien, je dis chiche. Maintenant, je dis chiche, bien sûr que je dis chiche, mais peut-être que la première décision qu'il a prise de supprimer la TVA sociale qui aurait pu s'appliquer il y a 18 mois, c'était pas la bonne. Résultat, il augmente la TVA, il crée le CICE, ça ne donne pas assez de résultats et il nous dit on va faire autrement. Je dis chiche, il faut essayer. Vous allez juger sur les actes. Exactement. Guillaume Jalles vient de dire que les 30 milliards, ça ne sert à rien finalement, la baisse des charges. Je dois simplement dire, mais ça ne va pas changer grand-chose selon les 30 milliards, il faut quand même faire. Les 30 milliards, c'est peut-être pas... Les 30 milliards, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même une somme d'argent importante. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'une étude de l'INSEE qui est récente a fait dire qu'environ 1 point de PIB en baisse de charge, c'est-à-dire 20 milliards d'euros, pouvait créer à peu près 250 000 emplois en 3-4 ans. Je n'ai pas dit instantanément, surtout. Mais donc, 30 milliards, on est dans les 400 000 emplois théoriques, hein, bien sûr, qui peuvent se créer en 3-4 ans. Donc on est dans le bon sens. On va dans la stratégie, mais il faut le temps. Il n'y a pas de relation directe entre la baisse de charges et l'emploi. Il faut être très clair là-dessus. Il n'y a pas de relation directe. Sinon, ça sortirait tout de suite. Oui. Mais bien sûr que non. Et d'ailleurs, sur les engagements qu'on aurait à prendre, vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis incapable de m'engager sur un nombre d'emplois qui sera créé demain. Et donc vous êtes satisfait que le président n'ait pas fixé d'objectifs chiffrés aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas en fixer. Parce qu'on peut pas. Moi, je peux promettre ce que je suis en train de... Ce que je peux te dire. Aujourd'hui, qui est-ce qui emploie? C'est les entreprises. Et l'entreprise, elle emploie quand elle a du travail et de l'activité. C'est tout. Avec les 35 heures... avait dit déjà quelque chose de très juste, c'est que les entreprises, elles embauchent et elles investissent quand elles ont de la demande. Le problème, c'est que là, on va aggraver les problèmes de demande qu'il y a avec ce type de politique. Mais vous vouliez m'interroger sur les 35 heures? Oui, parce que justement, puisqu'on parle des contreparties, et ceux qui nous écoutent, il faut bien expliquer qu'en fait, cette baisse des charges va servir, évidemment, à créer des emplois, il faut qu'il y ait des conséquences et à investir. Et donc, avec les 35 heures, si mes souvenirs sont bons, les contreparties avaient fonctionné. On a baissé les cotisations et les emplois étaient au rendez-vous. On a fait, je crois, des abaissements de charges. Il y a eu 2 millions d'emplois entre 1997 et 2001. Oui, il y a un très bon exemple, mais noir sur blanc. Il avait fallu exercer une contrainte assez forte sur les entreprises et ça ne leur avait pas trop plu. Mais il y avait eu effectivement un échange, baisse de cotisations, des baisses de cotisations très importantes qui avaient été pérennisées ensuite par M. Fillon. Et en échange de ça, on avait obtenu 2 millions d'emplois entre 1997 et 2001. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Vous avez raison. La dernière fois que la gauche était au pouvoir, elle a réussi. Même si on a été éliminé. Elle a été battue. Elle a tellement bien réussi. C'est injuste. On va pas refaire le débat. Est-ce que les comptes publics étaient à l'équilibre? Oui. Est-ce qu'il y avait de l'emploi qui avait été retrouvé? Oui. Vous rappelez la croissance qu'il y avait aussi. Mais attendez, mais ça c'est facile. Bien sûr, quand la gauche réussit, c'est la faute du contexte international. Quand elle échoue, c'est parce qu'elle est bête et idiote. Non, la gauche au pouvoir, elle réussit et il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas cette fois-ci. Ce que je veux dire, c'est c'est pas la même politique. Je vais vous dire. De quoi il s'agit? Ne cherchez pas à faire baisser le coût. De quoi il s'agit? Nous avons un problème de compétitivité dans le pays. Tout le monde est et de d'accord. quoi il s'agit? Il ne s'agit pas
brandir une baguette magique, il s'agit de reconquérir notre souveraineté économique pour dépendre moins des marchés financiers. Nous avons besoin d'un appareil productif qui soit performant, qui soit innovant, qui a un niveau de qualité suffisant pour être dans la bataille internationale. Et ce que propose aujourd'hui le président de la République, et la balle est maintenant dans le camp des entreprises, dans le camp des partenaires sociaux, nous attendons que toutes les forces vives de la nation répondent. Pour ma part, je suis porte-parole du Parti Socialiste. Je peux vous dire que le Parti Socialiste prendra sa part de responsabilité, fera des propositions, ira dans le débat, parce que nous voulons contribuer pour aider la France à se redresser. Vous n'avez pas encore l'accord de toutes les voix dans ce Parti Socialiste. Mais vous rigolez ou quoi? Nous venons de sortir d'un bureau national, nous en avons discuté, nous allons dialoguer entre nous et nous ferons des propositions comme nous en avons fait lors du débat sur les retraites. Nous attendons que l'UMP fasse des propositions plutôt que de l'idéologie. Oui. Parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, que les entreprises et que les partenaires sociaux prennent leurs responsabilités. C'est un immense chantier qui doit rassembler toute la nation. Bon, les seuls créateurs d'emplois, c'est les entreprises. Créateurs de richesse, ce sont les entreprises. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais enfin, il faut quand même le dire. Donc, on a la responsabilité, nous, entreprises, de la création d'emplois, mais on crée de l'emploi si on a la capacité de le faire. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'augmenter nos marges. On n'a pas les moyens. Je parle des PME que je connais, pas des multinationales, ça c'est autre chose. Mais nos PME n'ont pas d'argent. C'est ça ce qui est important. Mais bien sûr. Donc, ces petites et moyennes entreprises. Que cela, moi, des PME au titre définition européenne de 1 à 250 salariés. Donc on est à PME patrimoniale, etc. Elles sont en difficulté aujourd'hui parce que leurs carnets de commandes sont trop faibles. Si on baisse les charges, elles vont augmenter leur marge avec le même carnet de commandes en espérant que ça reparte un petit peu parce qu'on a quand même touché un peu le fond de la piscine sur la crise économique. Donc ça devrait repartir. Et à partir de là, en reconstituant ces marges, on va reconstruire de l'investissement et donc aussi de l'embauche et de l'emploi. Mais ça ne part que par là et c'est pas direct. Oui. Et il y a beaucoup de si. Il n'y a pas si. C'est la seule stratégie qui est mise en place aujourd'hui par le président de la République qui a annoncé. C'est la seule stratégie valable pour créer de l'emploi à terme. Donc vous la soutenez, Philippe Dallier. Là-dessus, sur les objectifs, on est d'accord. Et moi, à titre personnel, mais d'autres à l'UMP, on considère que le changement de discours... La crédibilité du président. Mais attendez, il a changé de discours. Maintenant, on attend de voir comment ça va se traduire dans les actes. Je vous rappelle qu'il faut trouver 50 milliards d'euros d'économies pour respecter nos engagements européens. Ce matin, il nous dit peut-être qu'en 2015, on abaissera les impôts des ménages. Le soir, on nous dit non, finalement, ça sera en 2017. Il y a un léger problème de crédibilité. Alors maintenant, je jugerai sur les actes. Quelles sont les propositions de l'UMP? On entend plusieurs voix discordantes au sein de l'UMP. Si vous nous laissiez 30 secondes parler, ça irait peut-être un peu mieux, parce que vous mobilisez la parole. 3 minutes que vous parlez, il n'y a pas de problème. Faites part de vos propositions, soyez constructifs. Quand je vous redis que vous n'auriez pas dû supprimer la TVA sociale quand vous êtes arrivé, on aurait abaissé les charges des entreprises en octobre 2012. Le président de la République a perdu ses 2 mois. Nous sommes favorables à un abaissement des charges. Vous voulez refaire Sarkozy qui a été rejeté par les Français. Il faut des propositions. Il faut les financer par des économies effectivement trouvées sur le budget de l'État et des collectivités locales. Et les collectivités locales, ça demande de véritables réformes. Ça demande de véritables réformes structurelles. Bien sûr que sur la santé, on va en faire des économies. Et le gouvernement va être obligé de demander à la sécurité sociale de faire des économies. Bien sûr, il faut avoir le courage de le dire ici. On ne peut pas continuer à leurrer les Français en continuant à leur faire croire qu'on va pouvoir continuer à ce rythme-là. On va parler justement de cette recherche d'économie. Elle est très importante. Elle va évidemment nous concerner tous. Mais d'abord, regardez comment les patrons perçoivent justement aujourd'hui ce pacte. Reportage de Sandra Cerquera avec 2 jeunes chefs d'entreprise dont les avis divergent sur l'efficacité de la baisse des charges. Regardez. Baisser les charges des entreprises, une annonce qui a surpris ce jeune patron d'une PME de 45 salariés. Surpris mais satisfait, car les cotisations familiales représentent 5,4% du salaire brut et pèsent sur son entreprise. Pour ce salarié, par exemple, qui est rémunéré 1 600 € brut par mois, ça représentera un gain pour l'entreprise de 88 € par mois, ce qui est considérable puisque à l'échelle de l'entreprise, on a estimé qu'une fois que ce serait en place, ça représenterait 70 000 € par an. On est bien en forte progression par rapport à janvier 2013, même période. Avoir moins de charges devrait l'aider à faire plus de marge et l'inciter à recruter davantage. Et c'est vrai qu'à certains moments de l'année, on sera peut-être amené à avoir des décisions un peu... on est un petit peu à la limite de se dire, voilà, est-ce qu'on crée un poste en plus? Est-ce qu'on ouvre tel ou tel nouveau marché? Le signal qui a été donné, c'est un signal de confiance, donc qui nous donne plutôt envie d'aller de l'avant cette année. Baisser le coût du travail suffit-il à relancer l'emploi en France? Pour cette patronne, cela ne suffit pas.
Le frein à l'embauche est aussi lié à la lourdeur du Code du travail français, avec le CDI comme contrat de référence. Incompatible selon elle avec la flexibilité dont son entreprise de 15 salariés a besoin pour se développer et monter en gamme. Ça veut dire qu'on doit pouvoir embaucher très très vite, mais aussi on doit pouvoir s'adapter à la situation économique. Et ça veut dire quoi, s'adapter à la situation économique? Ça veut dire qu'il y a certains moments où on peut être obligé de devoir se séparer d'un collaborateur. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, Stéphanie Delestre attend de savoir quelles contreparties seront demandées au patron en échange d'une baisse des charges. Car déjà l'objectif de créer 1 million d'emplois fait débat, le patronat refusant de s'engager sur un objectif chiffré. Alors on vient de voir dans ce reportage que la baisse des charges n'est pas la panacée, c'est pas forcément la formule magique, Guillaume Duval, parce que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Jean-François Rebaud, baisse des charges, donc investissement, donc emploi, ça ne marche pas pour toutes les entreprises. Ça marchera pour toutes les entreprises, mais ce n'est pas la seule condition. Il y a une des chefs d'entreprise qui disait qu'il fallait des simplifications, il fallait de la flexi-sécurité à mettre en place davantage, etc. Il faut amener de la souplesse en plus. Donc, oui, toucher encore plus aux conditions des contrats. Dans les négociations, on a déjà eu une loi qui est issue d'un accord entre partenaires sociaux sur la sécurisation de l'emploi. Vous entendez ce qu'il vous dit, peut-être aller plus loin. Mais tout le dialogue est ouvert. Il n'y a pas de négociations qu'on va avoir avec les partenaires. Le président a bien fixé le cadre. Ce que nous voulons, c'est d'abord retrouver la confiance. Parce que des entreprises qui n'ont pas confiance n'investissent pas et n'embauchent pas. Nous voulons redonner cette confiance. On ne la décrète pas, la confiance. Et on veut que les entreprises puissent retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. Ça suppose aussi, on est capable de faire des efforts, mais il faut des contreparties, parce qu'on n'est pas prêt à faire comme le gouvernement espagnol, à baisser les salaires de 25%, à baisser les retraites, etc. On veut garder un équilibre. Et les contreparties, c'est d'abord la quantité et le nombre d'emplois, ça a été clairement dit par le président ce matin. Pas si clairement que cela, et c'est la qualité des Combien emplois. Sonia Mabrouk, quantité. tout cela doit faire l'objet du dialogue maintenant. Parce que si ça existait de décider de tout en haut comme M. Sarkozy, on ne serait pas avec François Hollande. Il a engagé le dialogue social. C'est ça être social-démocrate. Faire confiance aux forces de la nation. Qu'est-ce qu'il est à la mode, ce mot social-démocrate en ce moment? Mais il a toujours été l'identité des socialistes lorsqu'ils sont au gouvernement. C'est quoi les sociodémocrates? C'est un équilibre et un rapport de force entre le capital et le travail, avec la gauche démocratique qui accepte l'économie de marché régulée, avec des règles. Sinon, c'est la loi de la jungle et du laisser-faire. Oui, enfin simplement en termes de contrepartie, moi je pense qu'il y a une contrepartie qui pourrait être intéressante. Tout le monde aime beaucoup le modèle allemand, mais il y a un point sur lequel il y a une différence très importante, et c'est pour ça que ça marche mieux chez eux, c'est la gouvernance des entreprises. En Allemagne, les comités d'entreprise, ils ne sont pas consultés pour avis, ils ont un droit de veto sur un certain nombre de décisions des entreprises, et c'est pour ça notamment qu'ils ont bien résisté à la crise, parce qu'il a fallu discuter avec les salariés. Et d'autre part, dans les conseils d'administration des grandes entreprises allemandes, il n'y a pas 1 ou 2 salariés comme il y a maintenant dernièrement en France, il y a une moitié de salariés à côté d'une moitié d'actionnaires. Si on veut vraiment aller vers la social-démocratie, si on veut vraiment des contreparties à ce type de choses, je pense que c'est dans ce type de voie qu'il faudrait aller. C'est vrai que je ne crois pas beaucoup aux contreparties en termes d'engagement chiffré d'emploi. On peut avoir des contreparties en termes de pouvoir dans l'entreprise et de pouvoir de contrôle qui soient accordés aux salariés pour contrôler ce qui se passe, pour contrôler ce qui est fait avec cet argent. Il y aura un observatoire des contreparties qui sera présidé par un niveau politique très haut, puisque c'est le Premier ministre qui va présider l'observatoire des contreparties. C'est-à-dire qu'il y aura un contrôle politique sur ces contreparties, ces engagements que devront prendre les entreprises. Et quel est le pouvoir du politique sur les entreprises, pardonnez-nous? Madame, un État qui veut... On a le choix. On a le droit de faire semblant qu'on a de pouvoir sur rien. À ce moment-là, on ferme la boutique et on redonne les clés au CAC 40 pour diriger le pays. Ou alors, on croit aux forces de la politique, aux hommes et aux femmes qui peuvent donner une orientation, et à ce moment-là, ça s'appelle le volontarisme, et c'est exactement ce que fait François Hollande. Et je crois savoir que ça rassemble une grande majorité des Français. Que ce soit sur ma circonscription, à droite, quand j'entends Jean-Pierre Raffarin, quand j'entends Bruno Le Maire, et moi j'aimerais savoir quelle est votre position, Philippe Dallier. Est-ce que vous allez prendre la balle au bon et faire vos propositions et partager avec nous ce grand débat national, ou alors vous allez plutôt faire de la politique politicienne? Non, ce que je trouve, c'est que la capacité à capter la parole de notre collègue est assez impressionnante. Voilà, maintenant que je peux placer 2 mots... cet aspect-là, allez-y pour le reste. Maintenant que je peux placer 2 mots, moi j'ai dit, dès après avoir entendu François Hollande, j'ai dit chiche. Il
n'y a pas de doute. Donc je suis sur la même ligne que Jean-Pierre Raffarin ou Bruno Le Maire et d'autres qui disent chiche. Maintenant, ce que nous voulons, ce sont des actes. C'est le grand soir, c'est le grand soir de la social-démocratie. C'est merveilleux. Écoutez, on nous dit que tout le monde à gauche est d'accord. On verra bien lors du vote de la motion de censure. Très majoritaire au sein du Parti socialiste. Écoutez, nous verrons. Moi, je dis chiche, mais j'attends les actes. Vous voyez, parce que François Hollande a manifestement changé de position. Tous les acteurs le reconnaissent. Maintenant, il faut des actes. Il n'est pas allé assez loin sur la réduction de la dépense publique. On sait que c'est douloureux, mais il va falloir le faire. Sur le temps de travail. Jean-François Copé. Oui, il recommence, il ne veut pas me laisser parler. Sur le temps de travail, puisqu'on en a parlé, moi, je vous dis une chose, il faut peut-être qu'on revienne aux 37h30, peut-être pas à 39, mais à 37h30 et sans compensation. Les 35 heures, ça a coûté 20 milliards d'euros. Ça a coûté 20 milliards d'euros de charges, d'allègement de charges. Pour quel résultat? On se le demande encore. Quand tout à l'heure vous disiez que vous aviez créé 2 millions d'emplois entre 97 et 2002, je vais juste vous expliquer la différence. La croissance était revenue dès 98. Les 35 heures, elles ont été votées bien plus tard. Et en 2002, le déficit budgétaire était de 50 milliards d'euros, monsieur. On est à 75 milliards aujourd'hui. Donc quand vous me dites que ça a été une grande réussite, on a souvent entendu le contraire, et soyez prudents là-dessus. Il y a un vrai sujet sur le temps de travail. Est-ce que je peux dire un mot sur les 35 heures? Parce que je crois que je suis le seul chef d'entreprise ici. J'avais à l'époque 4 entreprises et j'ai vécu les 35 heures en tant que petit patron, etc. Ben, je peux vous assurer que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté des problèmes de gestion dans mon entreprise parce qu'il a fallu quand même payer 39. Donc il y a eu des augmentations de salaire de 13%, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que vous disiez les uns et les autres, le président de la République aujourd'hui, il a conclu. Il a conclu en disant le pari sera gagné lorsque la parole de l'État se transformera en acte. Voilà. Eh bien, je dis moi aussi, chiche, on est tous d'accord. Travaillons dans ce sens-là parce que je crois que c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte. Alors je ne parle pas de droite ou de gauche, je dis simplement, nous, chefs d'entreprise, on a la volonté d'aller derrière le gouvernement aujourd'hui avec cette volonté de stratégie de l'offre, et si on y allait, mais il faut y aller vite, parce qu'on a perdu quand même un petit peu de temps. Ce que vous a dit le président d'ailleurs aujourd'hui. Vite. J'ai bien aimé la fin du discours du président, parce qu'il a raison. Vous avez aimé tout le discours, j'imagine. Il vaut mieux dire ça, généralement. En même temps, on est de la même famille, et c'est plutôt logique. Ça participe de ma santé mentale, on va dire. L'esprit critique ne nuit pas. Mais je peux être très critique, c'est-à-dire du discernement, comme l'expriment les Grecs. Non, c'est une démarche de salut public, a dit le président de la République. Et je lis cela comme une démarche patriotique, pour que notre pays aille de l'avant. Maintenant, il a la volonté de réussir, et en particulier de penser la France dans 10 ans. Préparer l'avenir, sortir de ce marasme dans lequel se trouvent les Français, avec cette absence de confiance. On a tous les atouts pour réussir, et c'est cette mobilisation-là qui est importante et pour laquelle, je crois, le discours du président a participé. Il y a la vision à long terme, il y a aussi la question sur l'argent, les économies. Ces prélèvements ne seront pas transférés sur les ménages, on l'a bien compris, mais où alors? Dans quel tuyau, j'allais dire 50 milliards d'ici 3 ans, c'est pas avec l'allègement du millefeuille territorial qu'on va les obtenir, où vous allez les chercher? Alors, c'est tout l'objet du débat qui doit s'ouvrir et des négociations. On aura des propositions à faire avec le Parti socialiste, nous allons y travailler. Ce qu'a dit le président était très simple, c'est pas à n'importe quel prix, pas n'importe où et pas pour n'importe qui. Ça veut dire qu'il faudra que ce soit juste. Nous sommes capables de trouver des moyens de réduire la dépense publique là où elles sont le moins inutiles, là où elles sont improductives. Je pense qu'il y a des endroits, en tout cas pas dans l'éducation, pas dans la sécurité, pas dans la justice et pas au ministère du Travail. Bon. Tout le reste vous nous confirmez est que pour l'instant, il n'y a aucune piste sur la table? Il y a plusieurs pistes, mais chacun battra ses cartes le moment venu. Je crois que le dialogue viendra vite. C'est au plus tard au printemps. Nous avons quelques mois de discussion. Nous ferons des propositions. Clé de ce pacte. Et bien entendu, entre autres, pas la seule. Les contreparties aussi sans l'argent, on peut pas aller très loin. De ce pacte. Le non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 que nous avions impliqués, peut-être on aurait dû effectivement y mettre plus de discernement. Mais en tous les cas, sur l'objectif en volume, je pense qu'il va falloir y revenir. Parce que, bien évidemment, que la masse salariale de l'État, des collectivités locales, c'est une très grande partie de la dépense. Et on sait qu'il y a des économies. On sait qu'il y a des économies possibles. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Depuis tout à l'heure, et sans réforme structurelle des collectivités locales également. Et j'appuie là-dessus. On n'y arrivera pas. Mais là aussi, il faut passer aux actes. On a bien compris les actes. Il y a un autre mot qui revient en boucle, c'est la confiance. Ce pari de ce pacte, parce que c'est un pari risqué et important sur le quinquennat, c'est d'abord les partenaires sociaux, Jean-François Raubaud. Et d'abord, l'accord avec le monde des entreprises et les syndicats. Et là, on constate, pardonnez-moi, que l'accord, l'accueil a été très mitigé.
à la fois de la part du MEDEF, le flou persiste, des organisations syndicales, c'est très partagé. Comment vous allez entamer ce round, ce cycle de négociation qui va démarrer? En tout cas, la CGT, ou est-ce que c'est un jeu de rôle nous peut-être? l'avons accueilli positivement. On a dit chiche, on y va. Et on a commencé déjà à travailler. J'étais hier soir au ministère des Finances, je suis demain avec M. Moscovici, je suis demain soir, etc. pour justement travailler sur ces sujets. On a quelques semaines, 3 ou 4 semaines ou 6 semaines pour faire voir qu'il va effectivement y avoir des mesures qui vont aller dans le sens qui est prévu par le président. On a besoin, vous l'avez dit, de stabilité et de confiance. La confiance, si dans les semaines qui viennent, on a effectivement une action qui se met en route dans le sens de cette société, cette stratégie économique, à ce moment-là, la confiance reviendra. On aura enfin ce que l'on attend depuis un petit moment, qu'on laisse l'entreprise un petit peu de liberté pour augmenter ses marges et créer de l'emploi et créer des richesses. Mais jusqu'à présent, on a quand même été un peu déçus. Donc, moi j'y vais, on y va avec beaucoup de bonne volonté et j'espère qu'on réussira tous ensemble. Parce que c'est tous ensemble que l'on réussira. Tous ensemble, oui, tous ensemble. Mais politiquement, je voudrais qu'on termine, il nous reste quelques minutes sur l'aspect politique de ce pacte de responsabilité. François Hollande lance ce défi à un moment particulier. Le président est toujours très impopulaire. Ses affaires privées ne sont pas réglées, loin de là. Et c'est une année électorale qui vient. Ce pacte de responsabilité, Eduardo Réan-Sipel, c'est l'alpha et l'oméga de son quinquennat. C'est la clé de voûte de la suite du quinquennat. C'est un peu difficile de tirer des conclusions hâtives, mais il est incontestable que c'est une partie très importante. Ce que veut faire le président de la République, c'est un effort et une initiative qui n'a pas été prise au cours des 10 dernières années et qui a manqué au pays. Un volontarisme pour retrouver de l'investissement, pour retrouver de la croissance, pour retrouver de la confiance, pour préparer l'avenir de la France dans un monde qui connaît une bataille et une compétition internationale sans pitié et sans précédent. Il faut ouvrir les yeux. Si la France ne gagne pas en compétitivité, en qualité de production, eh bien, le diagnostic nous est là. allons Mais les téléspectateurs doivent se poser une question, je suppose, parce qu'il y a quelques mois, l'urgence, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Il y a quelques semaines, c'était la remise à plat fiscal. Il y a quelques jours, c'est le pacte de responsabilité. C'est le même mouvement, Sonia Mabrouk. Il y a une cohérence et une constance. Quand on se bat pour l'emploi, on se bat aussi pour les entreprises et pour l'investissement. Quand on se bat pour une réforme fiscale, on se bat pour la justice et pour être intelligent, pour ne pas faire peser trop sur les entreprises, ni trop sur les ménages. Tout ça est cohérent, c'est la même logique. C'est ce que le président a défendu dès sa campagne. C'est très important. Tout le monde reconnaît sa constance et sa cohérence. Est-ce que vous reconnaissez, parce que depuis cette annonce, pardonnez-moi, il y a un peu de zizanie à l'UMP. L'UMP ne sait plus très bien où elle habite. Vous êtes divisé, vous l'avez dit. Vous êtes sur la ligne de Bruno Le Maire et Jean-Pierre Raffarin. Jean-François Copé n'est pas sur votre ligne, ni celle de François Baroin. Est-ce qu'il y a un peu de pagaille? Écoutez, François Hollande a oublié une chose. 5 ans, mais je vais y revenir après. 5 ans, ça passe très vite. On n'est plus sur le septennat, on est sur le quinquennat. Si dès le départ, dès votre prise de pouvoir, vous ne prenez pas les bonnes décisions, c'est très difficile de rattraper les choses après. François Hollande, au bout de 18 mois, a fait le constat et change effectivement d'orientation. C'est bien évident que là, il y a un pari politique, c'est gagner, perdu pour lui politiquement, mais gagner, perdu pour la France également. Et c'est bien pour cela que j'appelle tout le monde, à droite et à gauche, à faire preuve de responsabilité. Au moins, nous avons l'air de partager une certaine analyse de la situation vis-à-vis du monde de l'entreprise et des objectifs. Maintenant, c'est sur la politique qui sera mise en œuvre que, bien évidemment, nous allons nous battre, parce qu'il ne suffit pas de tenir de beaux discours, encore faut-il que les réformes qui nous seront proposées iront dans le bon sens. Toutes les 3 semaines, le gouvernement nous annonce des dépenses supplémentaires. On va voter la garantie universelle des loyers, 500 millions d'euros par an. Je pourrais vous en citer comme cela. Il va falloir que ça Vous n'avez pas répondu à ma question. L'état de l'UMP. Pardonnez-moi d'avoir une question politicienne, je crois que sur l'analyse de la situation, tout le monde la partage. Maintenant, effectivement, sur la manière de se positionner en tant qu'opposant face au président de la République, ça va aussi dépendre des décisions que prendra le président de la République. Quelle langue de bois. Moi, je trouve dommage parce qu'on a besoin d'une opposition responsable. Moi, votre discours, Philippe Dallier, j'y adhère. En tout cas, comme représentant de l'opposition, mais on a une UMP qui est plus préoccupée par elle-même, par ses intérêts partisans en vue de 2017, que par les intérêts des Français. Et ça, c'est dommage. Puisqu'il vous a dit qu'il vous Philippe suivra, Dallier, mais moi, il y a des responsables de son parti politique, il y a Jean-François Copé, il y a François Fillon, il y a Barouin, il y a Raffarin. Personne n'est d'accord entre eux
Et donc ça, c'est dommage pour le débat démocratique qui nous attend dans les prochains mois. On verra la confiance au gouvernement à l'Assemblée nationale, On verra. parce que c'est pas gagné à gauche. Guillaume Oui, Duval. simplement, enfin, j'ai pas de point de vue sur les affaires politiciennes. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans cette affaire, c'est ce que les Français vont en penser. Oui. S'ils ont le sentiment qu'il s'agit... Pour l'instant, ils adhèrent au pacte de responsabilité. On verra. S'ils ont le sentiment qu'il s'agit de faire des cadeaux aux chefs d'entreprise et que derrière, ils ne sont pas sûrs qu'il y ait effectivement des emplois qui soient créés, ils trouveront ça... La déception sera très forte. Ils jugeront sur les actes. Ils jugeront sur les actes et ils jugeront aussi sur l'évolution de la politique économique et de la situation économique. Si ça aggrave la déflation et les risques de déflation qu'il y a aujourd'hui, je pense que le bilan sera négatif. C'est tout ce que nous demandons, d'être jugés sur les résultats. De nouveau, merci beaucoup, messieurs, puisque ce round de négociations démarre. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Dans l'actualité, c'est Genève 2, la conférence de paix sur le conflit syrien qui s'ouvre demain à Montreux, réunie pour la première fois l'opposition et le régime de Damas. L'exclusion de l'Iran est considérée, je cite, comme une erreur par Moscou, alors que les autres poids lourds de la région sont conviés, comme l'Arabie saoudite. Mais l'ONU a justifié cette décision par le refus iranien de soutenir un gouvernement de transition en Syrie. Et on s'arrête ce soir justement sur la situation en Iran. Quel est le point de vue des opposants au régime iranien? Notre journaliste Julie Hulin les a rencontrés à Paris. Regardez. À l'heure où l'Iran est à nouveau au centre des préoccupations internationales, le constat de la présidente du mouvement de résistance iranien est sans appel. En 2013, les mollahs ont exécuté plus de 700 personnes. C'est le nombre le plus élevé en 10 ans en Iran. Il faut dire et redire sans cesse que ce régime tel qu'il est ne mérite aucune compassion, considération de la part des régimes démocratiques. 7 mois après l'arrivée au pouvoir du modéré Hassan Rouhani, une avancée a pourtant eu lieu, la signature d'un premier accord avec les Occidentaux. Il prévoit pour une durée de 6 mois le gel des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée partielle des sanctions internationales. Il faut donc être à la fois optimiste pour les 6 mois à venir, mais déterminé à reprendre les pressions les plus utiles et les plus fortes si au bout de 6 mois, rien n'a progressé. Si l'essentiel reste à faire, l'Iran semble aujourd'hui au pied du mur. L'économie est par terre, et une économie par terre, eh bien, cela porte en germe une révolte sociale. Or, une révolte sociale, on l'a bien vu dans le printemps arabe, depuis maintenant 3 ans, potentiellement, ça risque de faire chuter le régime. Or, la République islamique d'Iran est assez fragile pour ne pas souhaiter cela. L'accord final pourra-t-il être atteint? Les discussions s'annoncent compliquées. Pour récupérer environ 96 milliards d'euros bloqués par les sanctions, l'Iran devra accepter de réduire définitivement certaines des activités qui font la fierté de son programme nucléaire. La dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Flora Sauvage. Sauver in extremis, la conférence de Genève 2 aura lieu mercredi en Suisse après l'exclusion de l'Iran. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, présidera la conférence en présence d'une quarantaine de pays. L'ordre du jour de la conférence de Genève 2, c'est bâtir, par consentement mutuel, un gouvernement de transition en Syrie doté de tous les pouvoirs exécutifs. Dans son rapport annuel, l'ONG Human Rights Watch dénonce le programme de surveillance généralisée de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. Pour le président américain Barack Obama, la vie privée des gens n'est pas mise en danger tant que le gouvernement ne fait que collecter les communications sans les examiner. Mais cet argument ne tient pas la route aux yeux des défenseurs des droits de l'homme. Imaginez quelque chose que tout le monde considère comme intime. Imaginez que le gouvernement mette une caméra dans votre chambre à coucher et dise « Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le gouvernement, on ne va pas regarder ça à moins d'une très bonne raison. » Ça vous rassurerait? Bien sûr que non, mais c'est exactement ce que le président a proposé. Donner la liberté aux maires d'organiser la réforme des rythmes scolaires à leur façon. C'est l'objectif de la proposition de loi UMP en discussion ce mardi dans l'hémicycle. Au Sénat, l'opposition reste vent debout contre la réforme de Vincent Peillon. Dans l'immensité des cités urbaines, 445 écoles maternelles et primaires dans la ville de Marseille. Il nous faut des milliers d'animateurs. Où les trouvons-nous et comment les payons-nous? Après le boulevard périphérique parisien, bientôt les routes départementales et nationales. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, veut réduire la limite de vitesse sur ces routes à 80 km/h au lieu de 90.
Une mesure qui va être expérimentée cette année dans certains départements. Réduire de 10 km/h la vitesse sur ces routes permettrait de sauver 400 vies tous les ans, selon la Ligue contre la violence routière. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'émission politique Preuve par 3. Belle et douce soirée. À demain. Demain, c'est mercredi. C'est donc le club d'éditorialistes avec notre dessinateur Hervé Baudry. On se retrouve demain avec plaisir, bien sûr.